Mesdames, Messieurs, je reçois maintenant en studio Madame Nadia Minassiam, préfète de la MRC du Rocher-Percé. Tout d'abord, bonsoir Nadia. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Malgré la situation actuelle, on doit le dire, avec maintenant le fait que c'est vraiment catalogué comme une pandémie, c'est vraiment officiel, ça a des impacts au niveau directement de l'ensemble de la population. Mais aujourd'hui, on va parler plus particulièrement en ce qui concerne la MRC du Rocher-Percé. Tout d'abord, en ce qui concerne la MRC en tant que telle, il y a déjà des mesures spécifiques qui ont été prises, naturellement, suite aux recommandations du gouvernement. Oui, absolument. Les mesures qui ont été prises sont ceux qu'on encourage tous les organismes à prendre. Alors, c'est d'autoriser le télétravail, de faire en sorte qu'on réduit le plus possible les endroits de réunion, alors de rassemblement. Et là, quand on parle de rassemblement, on n'est plus dans les 250 personnes. Là, même 3-4 personnes, le plus possible, il faudrait éviter ça. On a des moyens modernes, on doit les utiliser. Je pense qu'on doit prendre ça comme un bon test pour voir si on est rendu en 2020. Il faut qu'on utilise nos moyens modernes, les conférences Zoom, les conférences Skype. On a tous les moyens pour être capable d'avoir des rencontres efficaces sans être en personne. Alors, c'est vraiment ce qu'on encourage à la MRC. On avise aussi la population d'utiliser le plus possible le téléphone, alors de ne pas vous rendre directement à la MRC. Parce que pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de réduire le plus possible les contacts. On va continuer avec les séances du Conseil. Il y a eu une consigne gouvernementale là-dessus. Alors, on va continuer avec les séances du Conseil. Ça ne sera pas ouvert au public. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même vous inviter à venir nous filmer. Comme ça va être diffusé publiquement, mais sans avoir nécessairement du public directement sur place. Par contre, quand les gens vont vouloir poser des questions, ils peuvent toujours nous contacter et on trouvera des moyens de répondre aux questions du public si jamais il y en a via Facebook ou Messenger. Les gens savent comment me contacter. Au niveau de l'administration générale, au niveau de la MRC, tout continue de façon normale. C'est juste qu'on fait attention au niveau de la gestion interne, au niveau de l'hygiène et tout ça, et les services continuent d'être donnés. Absolument. Les services continuent d'être donnés parce que c'est important de comprendre que actuellement, il y a tout le volet sanitaire de la crise. Alors, il faut s'assurer que les gens soient le moins possible ensemble, en contact, mais il y a aussi tout le volet économique de la crise. Et la MRC est au premier rang de cette crise économique-là parce que les entrepreneurs, on a plusieurs entreprises avec lesquelles on fait affaire. Je vais vous dire, si j'ai l'air un peu froissée aujourd'hui, fripée, moi aussi, je suis entrepreneur. Alors, on le vit là, au premier plan, la crise économiquement parlant. C'est déjà assez dramatique, là, ce qui se passe dans la région. Alors, la MRC, on veut être proche de nos entreprises dans ce sens-là. Les gens qui travaillent auprès des entreprises vont les contacter dans les prochains jours, les gens qui sont dans le portefeuille là, de la MRC, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager la situation. On essaie de rester aussi en contact avec le gouvernement provincial pour voir les mesures qui sont mises en place, comment ils peuvent être déployés ici sur le territoire. Parce que vous savez, il y a deux gros secteurs d'activité qui vont être touchés, c'est le tourisme et la pêche. Et on veut être sûr que les deux secteurs d'activité puissent continuer le plus normalement possible. C'est sûr que ça ne sera pas de façon optimale, mais on veut voir comment on peut s'assurer que l'économie continue à rouler malgré tout de la façon la plus saine possible actuellement. Le rôle de la MRC actuellement, c'est plus la coordination de l'information entre le gouvernement et les entrepreneurs et la population en général qui bénéficie des services de la MRC. C'est bien ça la mission première en ce moment? Je vous dirais que moi, je suis en contact aussi avec les différents ministères, la table des préfets. Les préfets, on continue à se parler pour voir est-ce qu'il y a des mesures gaspésiennes qu'on doit demander, est-ce qu'on doit faire des démarches précises. Pour l'instant, c'est quand même assez stable en Gaspésie. On n'a pas de cas, ce qui est rassurant. Mais on n'est pas dans une situation où on doit paniquer comme population. La panique, là, c'est vraiment pas ce qu'on devrait envisager, mais on est réellement dans une situation où on doit agir. Alors, on doit s'assurer de ne pas laisser le virus prendre le contrôle. Je pense qu'en Gaspésie, c'est bien la première fois que le fait qu'on a une pénurie de démographie, je crois que c'est la première fois que ça va nous être utile parce qu'on a de l'espace, on est en mesure de se distancer entre individus et ça, pour nous, ça va être facilitant. Et on doit s'assurer qu'on n'ait pas les impacts qu'on va voir dans d'autres pays là, arriver au Québec et encore moins en Gaspésie. Alors, on reste en contact avec le gouvernement pour s'assurer que les mesures sont des mesures qui ressemblent à la Gaspésie, des mesures qui peuvent aider aussi les entreprises gaspésiennes et que ce ne soit pas uniquement des mesures qui répondent aux grands centres urbains.
Actuellement, on ressent déjà des impacts économiques au niveau des entrepreneurs de la région. Vous êtes personnellement entrepreneur, oui. Oui. Et vous avez même, on discutait en préparation d'entrevue, vous avez été surprise que l'impact soit déjà présent de un et déjà quand même assez fort. Là. On ressent déjà... Les annulations, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une entreprise hôtelière, alors restaurant-hôtel, et quand on regarde les annulations de nuitées, ça a été dramatique. On n'a jamais connu autant d'annulations de nuitées. Alors, c'est énormément de pertes financières. Les restaurants, il y a eu une ordonnance gouvernementale de réduire notre capacité de 50 %. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Absolument. On le fait parce qu'on sait que c'est la chose responsable à faire, mais il reste qu'il y a un impact économique, financier relié à ça. Mais on le fait. Il faut que tout le monde fasse leur part et comme préfète, je n'ai pas le choix d'encourager nos entreprises d'aller de l'avant avec les mesures. Et justement, les pertes financières, bien, ça sera un autre dossier qu'il va falloir que l'AMRC, on essaye de travailler avec le gouvernement pour s'assurer qu'il y ait des mesures qui puissent venir pallier à ces pertes financières-là. Mais il va en avoir, ça c'est certain. Au niveau de la gestion des employés en tant que tel, vous avez deux volets. Vous travaillez au niveau de la MRC. Il y a quand même une grande équipe de travail qui travaille directement dans les locaux de la MRC. Vous avez votre entreprise personnelle aussi. Vous avez une communication à avoir avec vos employés. Comment ça se passe, cette communication-là? Parce que je pense que le mot communication doit être extrêmement important en ce moment. Veut pas, il doit peut-être y avoir une certaine inquiétude. Il faut rassurer l'équipe. Oui. La communication est la base, là. Oui. Je pense qu'il faut prendre le dossier vraiment par deux mains et essayer de toujours être à l'avant des coups. Alors, déjà de commencer à parler dans mon cas, moi, je parle beaucoup déjà... Oh, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Excusez-moi, oui. Je parle déjà si jamais il y a des gens qui doivent être mis sur le chômage, tout ça, il y a des programmes précis. Puis je vais en profiter pour en parler parce qu'il y a peut-être d'autres entrepreneurs qui peuvent en bénéficier. D'ailleurs, le message a été fait à la MRC aussi pour qu'on ait l'information. Alors, si des entreprises ont des questions, ils peuvent contacter la MRC. Si on regarde au niveau de l'assurance emploi, alors le gouvernement a mis en place des mesures précises pour pas qu'il y ait de temps d'attente. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment d'y aller quand on fait une cessation d'emploi, d'indiquer sur la cessation emploi COVID-19, et là, ça tombe sur une fast track, là, si on veut. Alors, pas d'attente, pas de semaine d'attente, et les employés vont être en mesure d'être dédommagés dès le jour 1. L'autre chose, le gouvernement a annoncé une mesure, je crois que c'est le PATT, si je ne me trompe pas, le PAT, qui va être une mesure extrême là, et particulière pour quelques semaines pour être en mesure de dédommager des employés qui doivent être mis en quarantaine volontaire, mais qui n'ont pas accès à l'assurance emploi. On peut penser ici aux travailleurs autonomes, on peut penser ici à des gens qui ne sont pas qualifiés à l'assurance emploi parce que c'est quand même tout nouveau, les emplois. Alors ça, c'est extrêmement important que le gouvernement ait mis en place une mesure comme celle-là, parce qu'on doit encourager les gens à rester chez eux. Alors, il y a un volet sanitaire à cette mesure-là. Il y en a qui disent, ouais, mais le montant d'argent... Le volet sanitaire, c'est que la personne qui doit aller en quarantaine ne doit pas se sentir trop insécure financièrement pour le faire. Exactement. Alors, en prenant en charge la situation, on encourage les gens d'aller en quarantaine, de s'isoler volontairement et d'avoir une compensation qui peut être respectable pour les prochaines semaines. Alors, c'est des mesures qui ont été annoncées jusqu'à date par le gouvernement. C'est des mesures... Nous, on reste toujours à l'affût de ces mesures-là. On essaie de voir comment ils peuvent être opérationnalisés facilement en entreprise. Et à la MRC, on va être en mesure de transmettre cette information-là à nos entrepreneurs. Décision pas toujours facile pour ceux qui sont entrepreneurs, qui ont des entreprises. Je pense aux restaurants, je pense aux hôtels, de prendre la décision est-ce qu'on demeure ouvert ou si on ferme ou si on prend la décision de demeurer ouvert, dans quelles conditions et comment on rassure non seulement les clients qui se présentent, mais l'équipe de travail qui gravite autour des services qui sont donnés. C'est quand même un défi à relever et c'est du jamais vu, là. Hein? C'est du jamais vu en ce moment. Je pense que c'est vraiment, ça nous a fait confronter nos propres faiblesses, si on veut. Hein, comme société, on n'était pas prêt à une situation comme ça. Et je crois que la décision de rester ouvert, de fermer, c'est vraiment du cas par cas. C'est chaque entreprise qui doit évaluer sa situation. Moi, je crois que ce qu'on va voir le plus, ça va être des crises de liquidité. Alors, les gens qui vont plus avoir le fonds de roulement pour opérer. Dans ce cas-là, le gouvernement, de son côté, est en train de regarder des mesures. À la MRC, ceux qui ont des emprunts avec la MRC, il y a des mesures qui vont être mises en place pour ça aussi. Alors, on va essayer de couvrir ce volet-là de crise de liquidité.
Par contre, de rester ouvert ou pas, il ne faut pas que tout le monde ferme non plus. L'objectif, c'est pas de complètement mettre à zéro notre économie. Alors, ceux qui sont en mesure de rester ouverts, ceux qui sont en mesure d'utiliser ça comme une opportunité d'innover aussi, parce qu'il y a d'autres opportunités qui se présentent à nous tout à coup, là. Les repas pour emporter, des services que peut-être on n'avait pas auparavant qu'on peut déployer. Moi, c'est certain que comme préfète, je vais encourager les gens à le faire parce qu'on veut avoir un minimum d'économie qui continue. Et malgré tout, la vie continue. Il y a des gens qui vont avoir besoin des services et on doit continuer à être en mesure de les offrir. Mais une entreprise qui juge qu'elle n'est plus capable de le faire, ce que moi, j'aurais tendance à dire, c'est de contacter quelqu'un à la MRC et de voir si jamais il y a du support qui peut être donné à ce niveau-là, là. Mais ça va être du cas par cas. Vraiment, chaque personne doit évaluer sa situation et de voir est-ce qu'il y a moyen de juste réduire le service, de peut-être mettre certains employés sur le chômage, d'avoir une discussion ouverte avec les employés, de voir peut-être qu'il y en a qui vont apprécier là, d'être retirés du milieu de travail parce qu'ils sont plus insécures d'être là, qui sont peut-être plus fragiles au niveau de la santé aussi. Alors, il y a une évaluation à faire dans chaque entreprise, c'est du cas par cas. Il faut avoir une bonne écoute. En ce qui concerne les citoyens ordinaires, maintenant, il n'y a pas de panique à avoir en ce qui concerne l'approvisionnement en termes de nourriture. Ça va bien, il n'y a pas de panique à avoir parce qu'on sait, la fin de semaine dernière, ça a été un peu spécial. On peut même dire qu'il y a peut-être une certaine inquiétude qui s'est installée dans la population sur la pénurie de nourriture et tout ça. Est-ce qu'on peut tout de même préciser qu'au niveau de la nourriture, les livraisons continuent d'être effectuées? Et puis, il n'y a pas de danger sur cet aspect-là. On n'est pas obligé de se faire un bunker derrière la maison avec un 10 000 d'épicerie de ramasser, là. Exactement, exactement. La vie continue. Ce qu'on demande aux gens, par contre, c'est de sortir le moins possible. Alors, d'aller à l'épicerie, ça fait partie des sorties essentielles. Aller chez le médecin est une sortie essentielle. Aller à la pharmacie, c'est une sortie essentielle. Mais tout ce qui est extracurriculaire, tout ce qui est à l'extérieur des services essentiels, de peut-être rester à la maison. En ce qui a trait à l'épicerie, moi, ça m'a désolée vraiment de voir la réaction des gens, la crainte, les gens qui faisaient, en anglais, on dit stocking up, là, mais qui achetaient tout. Je dois dire un mot à cet effet-là parce que ça m'a désolée. Il ne faut pas qu'on oublie nos personnes âgées qui ont moins facilement accès aux ressources parce que là, c'est devenu un peu la loi du plus fort. Là. Quand on regardait dans les épiceries où les gens se garrochaient dans les allées, prenez le papier de toilette, la fameuse histoire du papier de toilette que personne n'est capable de comprendre le lien. Mais quand on regarde tout ça... Oh oui, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ouais. En fait, le lien, c'est qu'en Australie, le papier de toilette venait de la Chine. Alors, c'est pour ça que le mouvement du papier de toilette a commencé en Australie, tandis que nous, ici au Québec, il est fabriqué au Québec. Alors, on a moins de préoccupations à avoir à cet effet-là. On ne devrait pas manquer de papier de toilette dans les prochaines semaines. Mais il reste que les gens se garrochaient sur les ressources et on voit des personnes âgées ou des personnes handicapées ou des personnes un peu plus démunies qu'eux ont moins rapidement accès aux ressources. Alors, je dois demander à la population de faire une attention particulière, de regarder leurs voisins, prendre le temps de regarder autour d'eux. C'est important. On est une communauté et on doit continuer à vivre en esprit de communauté. Et dans la mesure du possible, si on peut rendre service aux gens de 70 ans et plus, bien d'aller faire des commissions pour eux. Exactement. Étant donné que c'est une population qui peut être assujettie à être un peu plus sensible ou un système immunitaire un peu moins fort. Exactement. Ici, on a un problème de démographie. Je le dis, c'est un problème. On a toujours dit que c'était le plus gros enjeu en Gaspésie, c'était le manque de personnes. Alors, on doit protéger notre monde. On doit continuer à protéger nos gens parce qu'on ne peut pas risquer d'en perdre. Et sachant très bien que notre communauté, on a une communauté qui est âgée, on a beaucoup d'aînés dans notre communauté en Gaspésie, ce qui fait en sorte qu'on est plus fragile qu'ailleurs. Notre population, elle est vieillissante, on est plus fragile qu'ailleurs. Alors, ça devient d'autant plus la responsabilité de nous comme communauté de s'assurer qu'on protège nos personnes âgées dans cette situation-là. De s'assurer, de garder l'œil sur... Faisons un peu l'ange gardien. Oui. Prenons le temps de regarder autour de nous. Si on voit des gens qui n'ont pas un filet de sécurité, bien de devenir le filet de sécurité de ces personnes-là. Maintenant, nous allons discuter de quelques sujets d'actualité en ce qui concerne la gestion globale de la MRC, des sujets qui ont été discutés lors de la dernière réunion de la MRC du Rocher-Percé. Le dossier Optilab, c'est un dossier qui chemine tout de même assez bien. C'est un objectif à atteindre que, tranquillement, pas vite, ça semble vouloir se concrétiser? En fait, si vous vous souvenez bien, Optilab, c'est le transfert des laboratoires du CIS de la Gaspésie vers le Bas-Saint-Laurent. Alors, c'était dans le cadre de la réforme Barrette, il y avait la centralisation des laboratoires. C'est un dossier qu'à l'époque, les préfets étaient sortis contre cette réforme-là. On voulait absolument garder les laboratoires dans la région. Ça s'est concrétisé quand même. Les laboratoires ont été transférés dans le Bas-Saint-Laurent.
Quelques années plus tard, maintenant, on voit que le CIS fait une sortie à cet effet-là. Et eux, ils disent non, ça ne fonctionne pas. Notre distance géographique, elle est trop grande. Notre situation climatique est trop précaire. Pour cette raison-là, on doit rapatrier les laboratoires en Gaspésie. Et eux demandent rien de moins que la gestion des ressources matérielles, humaines et financières directement dans le CIS de la Gaspésie. Alors, les préfets, c'est un dossier que, parce que ça nous touchait déjà, de voir que le CIS se positionnait aussi fortement dans ce dossier-là, on a décidé, nous aussi, que c'était un dossier qu'on allait travailler en parallèle avec le CIS. Alors, on continue à le travailler. Et je crois que dans des situations, là, je reviens encore au COVID-19, mais dans des situations qu'on vit actuellement, ça démontre encore plus l'importance de garder chez nous les ressources qui vont faire en sorte qu'on est en mesure de régler des situations directement chez nous et non pas dans d'autres régions du Québec. Alors, on va continuer à travailler ce dossier-là et c'est vraiment le rapatriement des laboratoires en Gaspésie. Pour l'instant, le gouvernement semble avoir peu d'ouverture. Alors, on n'a pas la coupe aux lèvres, là. On est loin de la coupe aux lèvres, mais on va continuer à travailler avec le CIS de la Gaspésie en ce sens-là. Et moi, j'ai l'intention de prendre cet exemple-là où ce qu'on dit qu'on doit isoler les gens, où on doit s'organiser de ne pas transmettre le virus d'une région à l'autre au Québec. Je pense que ça, c'est un exemple parfait qui doit être utilisé. Je crois que des situations comme celle qu'on vit, on va en vivre de plus en plus et on doit être prêt. Et être prêt veut dire nécessairement qu'on ait accès aux ressources directement dans notre région en Gaspésie. C'est un exemple de conséquence directe que ça a eu justement de fermer nos laboratoires, les envoyer vers l'extérieur. Absolument, c'est ça. Ça enlève une autonomie au niveau de notre capacité de pouvoir identifier, c'est bien ça? Exactement. Et dans ce cas-ci, c'est sûr qu'avec le virus qu'on a actuellement, il y a très peu de laboratoires qui sont en mesure de l'identifier, mais il reste qu'il y a des situations qui se présentent au CIS de la Gaspésie qu'on pourrait traiter nous-mêmes en région et que maintenant, on doit envoyer à l'extérieur. Et il y a toujours des délais additionnels. Il y a toujours ça crée des situations de lourdeur qu'on n'avait pas auparavant. Alors, on est vraiment dans ce dossier-là, les deux mains dedans, et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on rapatrie le tout en Gaspésie. Et naturellement, il y avait une certaine main-d'œuvre qui gravitait, des spécialités qui gravitaient autour de ça. J'ai même pas abordé la question de la main-d'œuvre, mais dans un contexte où on parle de 5 000 emplois qui seraient transférés en région, c'est une promesse gouvernementale, ça s'est retrouvé encore dans le budget. Alors, ce n'est pas des mots en vain. Il mentionne vouloir transférer 5 000 emplois gouvernementaux en région. Pouvons-nous commencer avec nos emplois qu'on avait déjà en laboratoire et les maintenir dans la région? Parce que c'est des emplois qui sont quand même bien rémunérés. C'est des clientèles, souvent, si on va là, je stéréotype un peu, mais il reste que c'est un fait. Quand on va en laboratoire, c'est souvent des jeunes, femmes, mamans, famille. Alors, on voit que c'est des emplois qui sont porteurs pour la Gaspésie. On doit s'assurer de garder ces emplois-là. Maintenant, ce qui concerne l'aéroport, oui. Dossier aussi qui chemine extrêmement bien. De bonnes nouvelles, des investissements majeurs qui vont être faits. Pouvez-vous nous décrire un peu à quoi on peut s'attendre et quel genre de développement vont se faire là, d'ici, si je comprends bien, les travaux vont débuter au mois d'avril prochain, c'est bien ça? Au mois d'avril, on va être en appel d'offres. Alors là, les plans et devis sont terminés. C'est un agrandissement de 1000 pieds de plus à la piste. Alors, c'est sûr que ça nous permet de recevoir des avions de plus grosse taille. Ça nous permet d'avoir l'avion ambulance de façon sécuritaire chez nous. D'accord. Alors, c'est un dossier qui était extrêmement important pour la MRC, pour la sécurité des citoyens, pour le CIS de la Gaspésie, justement aussi, mais aussi pour améliorer la desserte aérienne en Gaspésie. Vous savez, on a un enjeu d'aéroports en Gaspésie. Là, tous nos aéroports vont être améliorés. Il va y avoir une réflexion à avoir sur la façon d'améliorer la desserte aéroportuaire en Gaspésie parce qu'actuellement, c'est un enjeu. Ça coûte beaucoup trop cher et il n'y a pas de stabilité dans l'atterrissage et le décollage d'avions. Mais si on revient au dossier d'aéroport, au mois de mai, on devrait, avril ou mai, on sort en appel d'offres. Au mois de juin, on devrait voir déjà un entrepreneur sur la piste et ça va, pour ceux qui ont le syndrome de la pépine, les pépines vont être là et ça va décoller. Ça devrait se terminer en octobre, si je comprends bien. Bien. Oui, à peu près octobre, c'est ce qu'on a là dans l'échéancier, ça devrait être complété. Ça va avoir le potentiel d'avoir un impact vraiment économique, pas simplement touristique pour le transport de personnes. Est-ce qu'on a vraiment des entreprises au niveau de la MRC qui pourraient bénéficier du transport par aérien?
Pour l'instant, on n'est pas en pourparlers avec un transporteur régulier parce qu'on est sur une première étape. On n'a pas encore la certification de la piste. Alors, on n'est pas au stade où on va aller chercher un transporteur régulier qui va venir, qui va offrir à tous les jours un vol. On n'est pas là. Ça serait éventuellement un objectif parce que ça améliorerait la situation d'avoir un compétiteur aussi dans la région. Par contre, à court terme, on est vraiment dans l'avion-ambulance, de s'assurer d'offrir une desserte sécuritaire pour l'avion-ambulance, mais on est aussi dans le volet économique. Alors, il y a un plan directeur qui se fait en parallèle à la construction de l'aéroport, à l'amélioration de l'aéroport, et on traite le volet touristique. Alors, de noliser des avions touristiques, on a le rocher percé dans notre cours, on doit en profiter et de faire en sorte que nos entreprises à percer puissent bénéficier de cet aéroport-là aussi. Alors, d'avoir des nolisés touristiques, on est déjà en pourparlers avec certains entrepreneurs là-dessus. Et aussi, tout le volet des pêches qu'on est en train d'explorer avec certaines entreprises pour voir s'il y aurait possibilité de faire du cargo et tout ça. C'est déjà quelque chose qui avait été exploré à l'époque. Ça doit être actualisé et en parallèle, il y a un plan de développement qui se fait. Du moins, le potentiel va être là. Exactement. Le potentiel va être là, la possibilité va être là. Avant, on parlait, mais on n'était pas certain si on pouvait le faire. Là, on va être en mesure d'avoir l'infrastructure pour le faire, une infrastructure qu'on veut rentabiliser. Pour la rentabiliser, on doit trouver des voies de développement et c'est ce qu'on va faire à la MRC. En terminant, on va aborder le départ de M. Mario Grenier, directeur général de la MRC du Rocher-Percé. Ça a été quand même une personne qui a été très importante dans le cheminement et le développement économique de notre région, de par sa fonction. On sentait quand même une certaine émotion autour de la table à la dernière réunion. Hein? Exactement. Monsieur Grenier il est à la MRC depuis longtemps. Moi, avant d'être préfète, j'ai collaboré avec Monsieur Grenier comme conseillère en développement économique. J'ai vraiment, ça fait longtemps que je travaille avec Monsieur Grenier. Alors, quand j'ai reçu cette lettre qui disait qu'il était prêt à s'en aller à la retraite, il nous fait un plan extrêmement structuré. Alors, il ne nous laisse pas dans une situation précaire à la MRC. Et je pense que c'était ça l'objectif aussi. Monsieur Grenier voyait qu'il voulait s'approcher de réduire sa charge de travail. C'est une très grosse responsabilité à être directeur général de la MRC. Et il voit aussi la situation. On est en pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile de combler les postes. Il jugeait que c'était une situation, présentement, on était dans une situation où il pouvait partir et de continuer à collaborer avec nous pour être sûr que le nouveau directeur général qui va rentrer va être capable de travailler avec lui pour un bout de temps. Alors, on va quand même continuer à voir M. Grenier graviter autour de l'instance, mais plus comme formateur, comme mentor, comme collaborateur. Et éventuellement, il pourra prendre sa retraite en paix, sachant qu'il a laissé la MRC dans un état intéressante. Là. Et non pas, on voit des situations où il y a des MRC qui affichent des postes 2 fois, 3 fois, ils ne sont pas en mesure de trouver un directeur général pour remplacer. M. Grenier voulait éviter des situations comme ça. D'accord. C'est certain que c'est une grosse perte pour la MRC. Vous savez, tous les maires qui sont autour de la table, on est tous des gens qui ont quand même un passé ou un background économique. Alors, on a tous collaboré avec M. Grenier sous une fonction ou une autre. On a déjà tous été des clients à M. Grenier, à la MRC à un moment donné. Alors, ça a été émouvant pour nous, le Conseil des maires, de recevoir cette nouvelle-là. Je pense que ceux qui ont écouté la séance publique ont vu qu'on a chacun fait notre hommage à M. Grenier parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup donné, qui aime son milieu et qui a une bonne lecture de la situation, toujours dans le calme, toujours ramener la situation calmement au bon endroit. Alors, on lui souhaite bon succès, mais il va continuer à graviter autour de la MRC dans les prochains mois, au moins je l'espère. Et on le félicite bien sûr pour l'ensemble de ce qu'il a apporté aussi pour le développement de notre belle MRC. Absolument. Et lorsque, juste peut-être pour faire un mot sur la procédure, par exemple, d'embauche, juste pour voir comment, pour que ça soit transparent et clair. Oui. La politique interne, ce que je vous donne comme information, c'est vraiment la recommandation que M. Grenier nous a donnée. Et le Conseil des maires, on a décidé d'aller de l'avant avec sa recommandation. Il y a une politique interne à la MRC qui fait en sorte que les postes doivent être affichés à l'interne en premier pour 2 semaines. Alors, c'est ce qui va arriver. Il va y avoir un poste affiché à l'interne de la MRC, de voir s'il y a quelqu'un qui a l'intérêt d'appliquer sur ce poste-là, parce que la logique est que si c'est quelqu'un qui connaît déjà l'établissement, ça pourrait être bénéfique pour l'entreprise et pour l'organisation. Si jamais à l'interne, quelqu'un applique, la démarche habituelle va avoir lieu. Si la personne est retenue, ça s'arrête là. Si la personne n'est pas retenue, à ce moment-là, on va à l'externe. D'accord. Si personne applique,
aussi, on va à l'externe. Et là, c'est une démarche vraiment externe qui va être faite en sorte, et à ce moment-là, il va probablement avoir une firme qui va être prise pour nous accompagner là-dedans et une offre d'emploi externe va être publiée dans les prochaines semaines. Donc, Madame Minassiam, ça résume notre première rencontre depuis, ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas réalisé d'entrevue ensemble. Il y avait d'autres journalistes qui avaient gravité autour de TVCGR entre-temps. On doit le dire, on se rencontre dans une situation vraiment particulière qui évolue très rapidement au niveau de l'actualité. Donc, j'imagine qu'on va être appelé à probablement se revoir d'ici peu pour refaire le point et on encourage la population à aller chercher l'information où elle est disponible. Un peu partout, elle est là. Il suffit de la consulter et d'être patient et de ne pas tomber en mode panique. On est en mode gestion en ce moment et le tout semble quand même assez bien aller. C'est juste qu'il faut être prudent et appliquer les recommandations qui nous sont faites par le gouvernement du Québec. Et il y a une belle solidarité en ce moment quand même. Hein? Oui, absolument, absolument. Mais on doit appliquer les recommandations. Tout à fait. Et j'entends encore des gens dire, oui, mais voyons donc, c'est une grippe. C'est pas juste une grippe. Non. On est en train de parler, là, quand le gouvernement parle de pandémie, on n'est pas en situation de crise, il n'y a pas raison de paniquer, mais effectivement, nous devons agir. Et nous devons agir pour protéger notre communauté. C'est extrêmement important. Et c'est ce que, si je peux encourager les citoyens à essayer le plus possible de faire leur part, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en jetant un petit coup d'œil sur ceux qui sont peut-être qui ont moins accès aux ressources. Alors, les gens qui sont un peu plus fragiles dans notre société, de jeter un coup d'œil, d'avoir un esprit d'ange gardien un petit peu, et aussi de respecter les recommandations, d'écouter les nouvelles et de respecter les recommandations pour qu'on puisse venir à bout de cette situation. Si on les respecte, les recommandations, et qu'on fait un beau travail d'équipe sur cet aspect-là, on prévient que ça puisse devenir plus grave. C'est vraiment c'est ça le but. Hein, c'est ça le Il ne faut pas atteindre le point de bascule où notre système de santé n'est plus en mesure d'accueillir la situation. On est en maîtrise. Le Québec, on est dans une bonne posture actuellement. Il y a peu de cas. On a un système de santé solide qui va être là. En Gaspésie, c'est la même chose. Le CIS est mobilisé autour de la situation. Il faut juste ne jamais atteindre le point de bascule. Et ça veut dire que les gens doivent rester chez eux, se distancer, le moins de sorties possible. Écoutez, dans le temps, avant, quand on demandait aux gens de rester chez eux, ils n'avaient rien à faire. Aujourd'hui, on a Netflix, on a Tout.tv, on a la télé communautaire, on a des livres en masse. On est en mesure de profiter de ce temps-là pour passer un petit moment en famille, laisser passer la tempête et ensuite, la vie va revenir à la norme assez rapidement. Merci beaucoup, Madame Minassiam. C'est moi qui vous remercie.